il y a quelque chose qui se voûte chez elle. Le dos devient rond, il me fait penser au dos de son père. Il me fait penser au dos des Juifs. Une averse vient qui les cingle complètement et comme écrivait un écrivain que j'aime beaucoup, tout ce qui était calme. Les tableaux, disait-il, enfin je cite comme ça de mémoire, étaient sur les murs, les tables étaient en place, les chaises autour, les meubles étaient le long des murs. Et la tempête arrive, soulève tout, décroche les tableaux, casse les meubles, arrache les tapisseries. La tempête est passée. La destruction est venue. Chez Cécile, c'est vraiment la destruction qui est venue en quelques secondes. Mon état qui n'était pas coléreux, cet état que je disais tout à l'heure, être l'inquiétude et l'absence à ce que je faisais, redoutant et disant maintenant, cette absence n'est pas le fruit du travail, c'est le fruit d'un dérèglement dans le travail. Tout à coup, quelque chose me saute au visage et en même temps lui saute au visage et je sais que nous entrons dans une blessure immédiatement. Elle retrouve ce que disait cet écrivain qui est Lévinas. Et ses meubles sont cassés, sa table est arrachée, et la tapisserie brûle. La tempête est venue. Elle est là immédiatement et je dirais que peut-être la tempête est d'autant plus forte chez moi que je la lis présente chez elle. Chez elle, ce n'est pas l'absence qui arrive. C'est au contraire une énorme présence qui est la présence du danger. Alors elle recule, elle rebrouche chemin, elle fait le chemin inverse, elle repasse par le couloir, elle tire la porte derrière elle, je fixe le bouton de cette porte, je le vois qui tourne et qui se remet à sa place. J'entends tout doucement l'autre porte se refermer. Et puis plus rien, mais je la vois. Je la vois penchée, tenant la petite rampe dans les escaliers, arrivant en bas, tournant, passant dans la pièce d'entrée, traversant la cuisine, retournant dans sa pièce, mais ne pouvant pas graver, regardant sans doute son cuivre qui était en route et où elle essayait de faire passer le dessin qu'elle avait pris chez moi dans un de mes cartons et qu'il avait peut-être mené ou qui avait été le prétexte pour qu'elle monte parce qu'elle avait senti qu'au-dessus d'elle, à 3 mètres, le bonhomme que je suis était ni mal ni bien, mais sentait tourner en lui ce qu'on pourrait dire une bête. Alors je me lèverai, je quitterai ma table, je me dirai à quoi ça sert? À rien. Ne fais pas ça. Ta colère n'a pas aucune raison d'être. Descends, que tu te blesses toi, c'est ton affaire. Ne la blesse pas elle. Va la voir, dis-lui non, c'est rien, je me suis laissé aller, c'est vrai, ça n'allait pas très bien, mais le fait que tu sois monté, bah tu vois, ça m'a remis les choses en place. J'ai pu me retirer de ça, et quand je vais y remonter tout à l'heure, je suis sûr que ça ira mieux. Viens, on se fait chauffer une goutte de café, et puis il fait pas tellement mauvais, on prend les kleps et on va faire une virée là. Allez, viens. Mais quelquefois je descends, et je crains que ça ne soit pas que quelquefois, que ça soit souvent. Je descendrai, je prendrai le même escalier, la rampe je la tiendrai avec déjà beaucoup de colère, j'arriverai dans la pièce d'entrée, je passerai par la cuisine, les chiennes me sauteraient après.
voudraient faire une fête et je leur dirais en annonçant ma visite dans la pièce de Cécile, foutez-moi la paix les clébards. Et Cécile comprendra que ce qu'elle avait redouté, ce qui l'avait plié, est là maintenant près d'elle. Je suis la tempête. Je n'aime pas ça. C'est ça au fond. C'est je n'aime pas la tempête pour moi et je n'aime pas la tempête que je fais passer chez les autres. Et les autres pour moi, ça ne peut être que Cécile, parce que je ne me donne pas du tout devant les autres aussi honnêtement. Certainement pas. Je crois qu'avec les autres, je suis honnête et avec elle, là, dans ces moments-là, je suis malhonnête. Je suis malhonnête puisque je n'étais pas encore dans l'exaspération. Et il n'y a aucune raison pour qu'elle me donne cette liberté de l'exaspération. Ou du moins que je prenne la liberté de l'exaspération et que je la fasse passer dans sa pièce, dans son corps. Moi, je ne suis pas voûté. Moi, je n'ai pas le monde à porter. Alors, dans le meilleur des cas, je m'excuserai et tout de suite, je déballerai mon tas. Et je dirais exagérément, ça ne va pas, je ferais mieux d'arrêter, c'est pas possible. Et quelquefois, elle dira, tu te trompes complètement. J'ai vu ce que tu étais en train de faire. Te dire que ça me plaît, ça ne te fera certainement pas de bien. Mais ça avance bien, en tout cas. C'est la patience que tu perds en ce moment. Cette patience, tu l'avais il y a quelque temps, puis tu l'avais perdue aussi avant, et tu l'avais retrouvée. C'est de la patience que tu dois retrouver. Tu m'as aidé à être patiente, je ne l'étais pas. Et il faudrait que moi, maintenant, je t'aide à nouveau à retrouver la patience. Quelquefois, elle ajoute, ce n'est qu'un moment. Quelquefois, elle ne dit rien. Alors, je n'ai pas à savoir ce qu'il faut faire. Je suis bien ou je suis mal. Je fais du bien ou je fais du mal. Je ne veux pas lui faire du mal à elle. Je l'infiltre dans mon affaire. Je la fais devenir une partie de ce fer que je me mettais à détester. Et je ne peux que la blesser. Bon. Mais c'est elle qui m'a amené à admettre que maintenant, nous deux, je ne crois pas que l'on puisse dire si liés, si proches. Bien sûr que nous sommes très liés et très proches, et que ça n'est pas si fréquent. Mais nous avons fait un tellement long chemin. J'ai été broyé par ces histoires, mais pas les histoires qu'elle voulait me faire avaler. J'ai cru à sa souffrance, je l'ai aidé comme j'ai cru, et je l'ai quelquefois même sorti d'affaire. Et puis à d'autres moments, je n'ai pas pu, parce que ce qu'elle traversait était plus fort, m'échappait, très souvent m'échappait. Ce qui n'est pas son cas. Je ne crois pas que souvent, j'allais dire, ma détresse, je ne suis pas sûr, moi, d'avoir de la détresse. Elle a, elle, de la détresse. Elle a la détresse parce que la tempête est passée. Tout a été cassé. Et quand on a été marqué par le passage de la tempête, et la tempête provoquée par ce qui est autour de vous, par ce qui est à l'extérieur, par ce qui vous désigne, vous comme étant le fruit à détruire par la tempête. Moi, je n'ai pas été le fruit à détruire par la tempête des autres. Pas du tout. Je suis ma tempête. Je suis ce genre d'artiste qui ne peut avancer qu'en mettant ses pattes dans du vide. Et à chaque fois, dans du vide, crayon, encre, aquarelle, les mots, les phrases,
pas la colère. La colère est inutile. Ou alors la colère sur le papier, sur la toile, dans l'encrier. Et encore, attention, il y aura des taches et on ne pourra pas les effacer. Elle est entrée dans ma tempête. Mes tempêtes, elle les affronte avec plus ou moins de moyens, plus ou moins de possibilités. Elle a pour elle la tendresse avant tout. Elle est non pas une femme n'est pas plus tendre qu'un homme. Moi, je suis un tendre, je n'ai pas honte de le dire. Je suis tellement tendre que je me cache. Mais peut-être est-ce la différence entre un homme et une femme. Une femme ne cache pas la tendresse, elle la porte, elle ne peut pas la cacher. Vous avez la tendresse dans les yeux. Et Cécile a la tendresse dans les yeux. Elle a la tendresse au bout des doigts. Même quand elle s'habille, quand elle se déshabille. Il y a quelque chose de doux. Je crois que je dirais, sans me tromper, maintenant que je connais son pays, elle a la tendresse lituanienne juive. Elle a la tendresse dont Miloche parlait. Oui. Et cette tendresse, elle est pour moi, par moments, mal saisie. Et pourtant, je crois que c'est cette tendresse qu'elle porte, qui n'est pas de la douceur, qui est la tendresse des arbres, la tendresse des herbes, la tendresse naturelle des animaux. Je suis, moi, devant les animaux, tout à fait différent qu'elle. Et les animaux ne s'y trompent pas. Avec moi, les animaux connaissent ma rudesse. Ma rudesse est sans doute... si l'animal peut comprendre ça, il le ressent, ma passion. Quand je prends la chatte et que je la caresse, je ne suis pas loin de lui faire du mal. Et quand Cécile prend la chatte et qu'elle la caresse, elle lui fait énormément de bien en la faisant miauler de tristesse. Moi, je n'ai jamais fait miauler la chatte de tristesse. Et ni son petit compagnon, qui maintenant n'est plus ici et qui n'est plus en vie. Je le heurtais par amour, alors que Cécile l'enrobait de tendresse par amour. Là où Cécile a donc raison, c'est en me disant ce que moi je n'ai jamais dit. Et c'est ce qui manque au plot que je grattais. Mon acharnement fait fi de la nécessité de la paix. Alors que s'il y a un certain acharnement chez Cécile, c'est pour rencontrer cette paix. Elle ne parle jamais de sérénité. Moi, j'aurais horreur de ça. Et là aussi, quelquefois, je heurte Cécile. Mais je comprends que ce qu'elle dit, par ce mot la paix, c'est ce que tu mets en route en toi dans cette chose que tu avais si bien formulée et que j'ai utilisée et que j'utilise encore, et pas toujours très bien parce que quelquefois les choses aussi, moi, me dépassent. À quoi ça sert? Pourquoi faire ça? Il n'y a aucune raison. Et elle me dit, et quelquefois ça me calme et je me dis, mais oui, c'est vrai. Tu me l'as dit, je l'ai appliqué. Pourquoi le dis-tu? Me le dis-tu? Le dis-tu à Joël? Le dis-tu à quelques amis que nous avons? Et pourquoi ne l'appliques-tu pas? Moi, j'applique ce que tu dis. Et quelquefois, je me révolte et
Enfin, je me révolte, non, mais je sursaute, je dis, oh, ce que je dis, ça ne rime à rien. Tu as tort, dit-elle. Je t'assure que là, et là, elle entre dans le dessin. La violence que quelquefois tu as dans des dessins, la puissance que tu ne sais pas que tu mets ici et là quand tu parles ou quand tu fais ou quand tu essaies de convaincre quelqu'un ou de te convaincre toi, ou tu pourrais absolument le faire dans la paix et non pas dans la guerre. La guerre, c'est la colère. Oui. Oui, je sais qu'elle a raison. Je sais que quand je sors et que je me regarde dans la vitrine qui renvoie mon reflet d'un magasin ici à La Châtre ou ailleurs, et que je lance un regard à gauche pour voir ma silhouette, c'est pas toujours moi que je vois, c'est vraiment un autre que je ne déteste pas. Quelquefois, je l'envie, cette ombre-là. Mais ah, je devrais parvenir. J'ai connu déjà des moments comme ça. J'aurais tout à fait tort de croire, d'ailleurs je ne le crois pas, que c'est quelque chose d'absolument nouveau, d'extraordinaire, une maladie qui d'un seul coup est venue comme une tempête là aussi et a arraché de la peau, a bouffé un organe, etc. Non, 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 c'est une vieille affaire, je suis né comme ça. Mais ce qui est certain, c'est que je suis né avec ça, j'en ai fait des petits morceaux, j'ai construit, je ne sais pas ce que j'ai fait des choses, et ça devrait lentement se gommer avec une toute autre gomme que celle dont je me sers. Celle dont je me sers, quand j'ai gommé, laisse quelques traces. Une gomme ne retire jamais totalement ce qui a été fait. Et dans mon dessin, j'ai même essayé de faire ça dans de l'écriture. Écrire par-dessus la phrase que je venais d'écrire. Là, ça ne donnait rien. C'était vraiment le gribouillis. Alors j'ai essayé de gratter quelquefois, de laisser quelques lettres ici et là, puis de reconstruire un mot avec les lettres qui étaient restées un peu lisibles. Et puis, non, je n'ai pas continué là. L'écriture n'est pas du dessin. Mais dans des parts de dessin, quand ça va, et que parce que ça va, ça me pose question, voulant empêcher que ça continue à aller, je prends ma gomme et je retire une partie de ce que je viens de faire, qui aurait pu m'intéresser, peut-être même était en train de m'intéresser. Bien souvent, je gomme parce que j'y trouvais un intérêt. Dans ce que j'ai retiré, fouillant et reprenant vraiment des lambeaux, des filaments qui traînaient encore à la surface, comme ça, de ce papier. C'est un travail de raccordement que je fais, de reprise. Et la forme que j'avais fait venir un jour avant ou le matin de cette journée-là revient. Il fallait qu'elle vienne. Elle revient, mais elle revient quelquefois si apaisée, et je ne l'attendais pas, comme ça. Et c'est elle qui va commander toute la suite du dessin. Or, mes coups de gomme ont été des coups de gomme de hasard. Je ne peux pas dire que j'ai, avec précision, gommé à tel endroit, laissant tel espace pour pouvoir me ménager, etc. Pas du tout. Je gomme comme un enragé. Je souffle et puis je repars à partir de cette trace-là. La forme qui est venue, qui ne me parle pas
immédiatement, je sens qu'elle est, ou qu'elle peut être, l'essence de celle qui était venue trop facilement avant. Eh bien, si j'ai donné des coups de gomme de façon désordonnée et, je disais, comme un enragé, je crois que ma gomme a dit, à sa façon, à quoi ça te sert d'avoir fait quelque chose que moi je peux gommer, à la limite qui était devenu facile. Hein, je déroulais de la barbe à papa. Et brusquement, la gomme dit, il y en a assez de ça. Donc on n'était pas dans la colère, là. Et ça prend une forme autre pour rejoindre de façon tout à fait détournée, par un accident qui avait supprimé, ça retourne à la forme en la prenant avant, quelquefois. Elle s'était peut-être développée trop vite. Ça la reprend là où j'avais sauté les haies trop rapidement. Et il m'arrive de croire que ça, c'est un moment de paix. Parce que, dit comme le dit Cécile, la paix, c'est quelque chose qui se construit. L'acharnement coléreux, c'est ce qui détruit ce qui se construit. On pourrait tout simplifier et dire il ne faut que construire et ça irait très bien. Justement pas. Il serait possible alors de pouvoir écarter, mais là c'est un travail de volonté, écarter tout ce qui perturberait le lent déroulement dans le temps dont j'ai tant besoin de ce qui vient hors de moi, passe en moi, vient sur le papier, fait dans le papier ce qu'il veut, c'est-à-dire du dessin, et se tenant tout à fait à l'écart de cette facilité trop dangereuse et si facile à utiliser. J'ai trop utilisé tout ça. Au fond, c'est pour ça que je suis revenu à mes bandes maintenant. Il y a un mois, non, recommençons autrement. Quand j'ai commencé mon premier travail, si l'on peut dire comme ça, enfin mon premier essai avec les bandes, c'était à la Cour. Je crois que c'était en 1968. J'avais effectivement une grosse panne. Mais ça dépanne tous les artistes. Au fond, n'est artiste que celui qui passe de panne en panne. Le lent déroulement progressif et ascensionnel, ça n'est pas du domaine des artistes, non. Donc il y a la nécessité des cassures, sans colère, nécessité des cassures, que l'on doit pouvoir prendre autrement que je ne les ai prises de temps en temps, comme je le fais. Mais que je trouve maintenant tout à fait, non seulement inutile, mais absolument dangereux. Quand j'ai commencé ces bandes-là, j'allais, je venais avec la parole au milieu de tout un ensemble de, je dirais, de paysages intérieurs traversés pendant des années. Et puis, tout à coup, j'ai arrêté.
Je n'ai plus eu envie de continuer. Je trouvais ça, disons, habile, alors qu'au commencement, ça ne l'était pas. Et puis j'ai interrompu brusquement. C'était en 68, on est maintenant en 86, presque en 87, donc 20 ans ont passé. Je ne les ai jamais écoutées. Je savais qu'elles existaient, qu'elles étaient... elles ont été dans une boîte, après dans une petite mallette. Quand on était à la cour, je les avais foutues sur le palier du grenier, au froid, à l'humidité, etc. Bon, j'ai même été sur le point de les jeter. Je n'attachais aucun intérêt à ça. Et non pas parce que j'étais désintéressé, mais bon, j'avais essayé de dire, me servant du langage, du langage, comme on peut essayer d'écrire. 20 ans ont passé. Et il n'y a pas très longtemps, ici à La Châtre, un ami, sachant qu'il y avait des bandes, m'ayant demandé à les écouter, n'ayant pas voulu les lui donner, Cécile m'a dit « je les écouterai bien ». Et je les ai donnés à Cécile à écouter, et elle les a écoutés dans leur totalité. Et puis, elle me disait de temps en temps, quand je voulais bien qu'elle m'en parle, parce que ça avait le don de me mettre en colère. J'entendais à travers le plancher qui nous sépare, j'entendais cette espèce de grosse voix en dessous, au point que j'ai été sur le bord de lui dire « écoute, ça me gêne que tu les écoutes, arrête ça, et puis c'est tout, et foutons ça en l'air ». Enfin, je lui ai seulement dit « mets-le un peu moins fort, parce que je m'entends bafouiller du premier, ça me gêne un peu ». Bon. Et puis, j'ai quand même essayé d'en écouter une. Et c'est là, en ayant écouté une, tout s'est remis en place. Je retrouvais... J'ai une mémoire pas encore défaillante, et peut-être un peu dangereuse. Je retrouve tout. Même des clous rouillés que j'aurais foutus dans une boîte, coincés entre deux poutres. J'irais les yeux fermés là, chercher la boîte. Je me souviens avoir écrit telle phrase à telle personne, et si par hasard on me cite mal, je dis « ah non, là, tu ou vous vous trompez, c'est pas exactement ce que j'avais dit ». Et si par hasard on vérifie, c'est vrai. J'ai donc retrouvé, en écoutant un fragment d'une des bandes que Cécile venait d'écouter, j'ai retrouvé ce qui s'était passé quand j'avais fait tout ça. Et remontant dans mon petit atelier, ici, j'ai commencé à prendre les notes. Je disais tout à l'heure que j'avais eu le tort de prendre des notes et que tout ça, je les ai foutus dans le panier, ce qui est tout à fait d'ailleurs nécessaire. Si on ressent le besoin de ressortir des choses comme ça et de parler, en fait, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas sûr de me parler, je l'espère pourtant un peu. J'espère y voir un tout petit peu clair. On ne prend pas des notes. Il faut que ça vienne comme ça, comme un dessin. Enfin, pour moi, comme un dessin. Il faut que les formes qui sont liées à ma langue viennent à travers mon corps et s'enchevêtrent et se désenchevêtrent, me surprennent et me désarment, et que ça coule. On revient à la verrue, j'ai une verrue. Et j'ai, à ce moment-là, arrêté de prendre des notes. J'ai eu de plus en plus de difficultés avec mon dessin, mais ça me semblait... Aujourd'hui, en tous les cas, ça me semble tout à fait normal. Je ne pouvais pas continuer le dessin en commençant déjà à avoir la petite boîte noire et mon micro entre les mains, dans la tête en tout cas.
petit à petit, le dernier dessin qui a abouti, mais enfin qui a abouti par, je dirais, par le soutien de Cécile. Je sentais ce désintérêt dont je me plains, enfin qui est vraiment une blessure pour moi, et j'amplifiais ce désintérêt par un autre désintérêt, ou le même désintérêt, mais que je multipliais par ça m'emmerde, je ne vois pas pourquoi je fais ces choses-là, et tout ce que j'ai accumulé jusqu'à maintenant, ça n'est pas valable. Enfin, me disant, si je ne voulais pas me détruire, enfin détruire ce que j'étais en train de dire, me disant non, non, mais ce n'est que ça, tu es un... Je n'aime pas trop dire je suis un dessinateur, je préfère dire je suis un artiste. Je suis un artiste pas facile, qu'on approche avec certaines difficultés, parce que je suis toujours sur les gardes de je ne sais quelle redoute en moi, et j'ai toujours l'impression que je vais être attaqué. Et dans l'autre des cas, si ce n'est pas ça, que je vais être démasqué. Bon, ça c'est une de mes vieilles marottes. On va me démasquer, on va m'arracher la peau du visage et on va me dire voilà comment tu es en dessous. Ce que, là encore, si j'arrive à résister à ça, ce que j'arrive à gommer, à transformer et à supporter. Mais là, je n'ai pas pu... J'étais sur le point d'arrêter ce dessin. J'avais commencé les palais de la mémoire. Bon, j'ai espéré, après avoir fait de très grands dessins, qui m'ont certainement beaucoup pris et m'ont fait toucher de tellement près, non pas ce combat, parce qu'il n'y a pas de combat à mener contre le temps. Le temps, c'est lui le maître. Mais plus modestement, je me disais, il y a une question de durée avec moi. Si j'arrive à supporter la durée, je pourrais passer dans le temps. Et les grands dessins, ça ne veut rien dire. C'est grand parce que ça me dépasse. Je peux les regarder, il faut que je passe ma tête de gauche à droite, parce que je ne peux pas les englober d'un seul regard. Et il faudrait que je me mette à 10 mètres pour les saisir d'un coup. Bon. J'ai voulu passer à... J'ai cru qu'il fallait que je passe à autre chose. Et de grands dessins, je suis passé à des dessins de dimension un peu plus modeste, disons, c'est-à-dire de grands panneaux. C'est déjà pas mal, mais enfin, ça allait. Et je croyais que je simplifierais pas mes difficultés, mais mes excès de caractère, et qu'il ne se manifesterait pas. Il serait plus ou moins coincé, cloué. Mais j'ai retrouvé là ce que je devais retrouver. J'aurais fait des dessins tout à fait petits, ce que j'ai même essayé à un moment donné. Et puis les dessins petits, j'ai dit non, c'est trop petit. Après, je suis revenu donc au moyen, j'ai dit ce n'est pas bien. J'ai essayé de refaire un grand, je n'ai pas pu non plus. Je dis bon, maintenant il serait bon d'arrêter. Et puis, cette histoire de peut-être arrêter pendant un temps et de me parler tout en lui parlant. Lui parlant, c'est parler à je ne sais pas qui. C'est parler. Avec là aussi toute l'inutilité qu'il y a. Parler à quelqu'un, c'est inutile. Parler à rien, c'est certainement pas moins inutile. Ce que je sais, c'est que au cours de ces derniers dessins, ce que je me disais, donc je me parlais, c'était le besoin que je ressentais dans ces moments-là de remonter dans mon temps, dans notre temps. Je n'ai pas beaucoup
revu au milieu de mon dessin, qui n'est pas tellement marqué par les lieux où je le fais, mais qui subit énormément aussi l'endroit dans lequel je me trouve au moment où tout cela se met à couler. Ce que j'ai ressenti pendant ces derniers dessins, c'est le besoin, le grand besoin de revoir. Est-ce que l'on revoit quand on parle? J'ai quelquefois l'impression, quand je parle avec Cécile, de vouloir plus la convaincre de ce que je voudrais croire, sans avoir le temps, au milieu de tout cela, de m'arrêter et d'écouter ce que je dis. Là, les bandes se substituant peut-être au crayon et au porte-plume, aucune idée de vouloir revoir où ça a cassé, ressoudé, mais beaucoup plus de faire revenir pour un peu me rassurer que si le dessin a changé, le dessinateur n'a pas beaucoup changé, lui. Il a vécu ici, et puis il a vécu là, et maintenant le voilà vivant ailleurs. Ce n'est pas possible que seul le dessin ait compté. Tout ce qui s'est passé là, quelque part, j'en suis convaincu, profondément marqué, sans qu'il ait pris la précaution, parce que disait-il, parce que je disais, je n'ai pas le temps, l'a profondément modelé et que maintenant le temps presse un peu pour moi de ne pas laisser dans le brouillard trop longtemps tout ça. Je ne regarde que très très rarement mes dessins. Je ne peux le faire qu'avec un ami. Et avec un ami sûr, sinon je suis extrêmement mal. Et le passage de quelqu'un de peu sûr me jette dans le plus grand trouble. Et là où il était accueillant ou hésitant, je n'y vois que politesse et malaise qui engendrent chez moi immédiatement le besoin de supprimer tout ça. Mais avec Cécile, qui quelquefois ressort un carton et puis vient me voir après, me dit ah, j'ai revu telle chose et telle chose. Je dis ah oui, mais ça c'est 1965 ou ça c'était autour de 70, 12, quand on était sur le point de quitter la cour. Pendant un moment, ce n'est pas le dessin que je vois, c'est la pièce dans laquelle je le faisais. C'est comme revenant, se recollant, un peu comme ces oiseaux que l'on avait eus au Cousin, et même à la cour, qui sont les hirondelles, et qui reviennent chaque année dans les maisons qu'elles ont connues les années précédentes, ou que les petits qu'elles auront eus
viendront eux aussi là où leur famille était, allée, et où la famille morte ne reviendra plus, mais eux reviennent. Dans ces moments-là, je ne revois pas avec précision le dessin. Je me souviens du dessin, des dessins, mais je vois ce qui entourait les dessins. Et je crois que ce qui entourait les dessins, c'est ce qui a fait aussi un peu les dessins, mais que le dessin ne porte pas. Que que je suis seul à porter, que je suis seul, que ma mémoire est seule à avoir emmagasiné, engrangé. Et comme ces oiseaux, je reviens les yeux fermés vers le trou dans lequel je me suis enfourné des années durant, en rentrant mes ailes pour pouvoir filer le plus loin possible, retrouver mon nid, en espérant que, et ça je ne le veux pas, en espérant que l'on n'aura pas malencontreusement bouché le trou comme nous l'avons fait nous, à la coue, en changeant de toit et en supprimant, ce n'est pas moi qui l'avais supprimé, mais enfin j'aurais pu penser à ça, le couvreur avait supprimé les 5 ou 6 petites ouvertures placées sur le toit par le propriétaire précédent, et que, recouvrant le toit de tôle, puisque le précédent était pourri, il avait supprimé ces petites entrées, et que les hirondelles venaient tous les ans à l'endroit où se trouvait l'entrée, le passage, et où maintenant se trouvait de la tôle, buter de leur bec jusqu'à ce que, s'assommant, elles tombent dans la gouttière et que je les retrouve dans la descente d'eau, ayant pourri et bouché le conduit. Et que Okusa, après avoir vécu à la cour, ayant transformé un tout petit appentis en cuisine, l'appentis étant, nous nous en sommes souvenus tout à fait, Cécile et moi, quand c'est arrivé, l'appentis était évidemment ouvert, c'est là qu'on entassait du bois et des fagots. Nous l'avons fait fermer et transformé en petite cuisine. Il y avait là 2 fenêtres. C'était le passage de l'ancien trou par où ces oiseaux passaient. Et nous avons vu un à un, au printemps, les oiseaux se jeter contre les vitres, reculer, revenir, reculer, reprendre un élan, ne pouvant pas comprendre que la vitre était l'obstacle, et se fracasser le crâne et tomber sur le bord de la fenêtre où nous les trouvions le matin, morts, les ailes brouillées, échevelées, sanglantes. C'est après ces oiseaux-là que j'ai besoin maintenant de revenir.